plaisir de se retrouver pour ce nouveau numéro en direct de antennes de CML13 Télévision. Alors, deux thématiques sont retenues. Il s'agit bien sûr de l'agression rwandaise. Vous savez, Kinshasa, dans deux démarches judiciaires actuellement, on va dire, le 12 février prochain, marquera justement l'ouverture d'un procès qui oppose l'RDC contre le Rwanda. Ceci fait suite justement à une plainte qui a été déposée par Kinshasa, poussée justement à la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. La RDC accuse, vous savez, le Rwanda, principal soutien de terroristes M23, d'être responsable de massacres et violations de hommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors la grande question, est-ce que Kinshasa, qui emprunte cette fois-ci là des démarches judiciaires, c'est une stratégie qui va finalement permettre à l'RDC de trouver gain de cause ou pas? Nous allons réfléchir sur cette question avec notre invité, messieurs, dames. Vous savez aussi le retour de l'ancien président Joseph Kabila annoncé à Kinshasa. Longtemps resté en silence, l'ancien président Joseph Kabila, de nouveau dans le jeu politique. Après justement ces différentes rencontres, tout d'abord avec le président de Ensemble, Moïse Katumbi, aussi avec Claudel Lubala. Qu'est-ce que toutes ces sorties médiatiques ou toutes ces rencontres nous réservent? Pourquoi est-ce qu'il a simplement attendu ces moments pour faire son retour? Cette question également fera l'objet de notre échange sur ces plateaux. Je l'ai dit, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous faites bien. Pour en parler, nous recevons avec plaisir pour vous Monsieur Abed Mukumbi, c'est un acteur politique proche du pouvoir. Monsieur Abed, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous celles et tous ceux qui nous suivent de partout en ces nets moments. Je salue le vice-ministre de la Justice et Contentieux International qui va certainement nous suivre en direct. Et merci pour cette invitation qui est pour moi une marque d'estime et de considération. Je reste convaincu que nous allons répondre aux attentes de ceux qui nous suivent en ces nets moments. Merci, bonne année à vous. Merci, mes vœux le maire à vous également. Nous espérons que cette année sera une année de grandes réalisations et nous allons renouer notre peuple avec son destin de grandeur. Surtout une année où la RDC va finalement trouver gain de cause, encore réparation après ces multiples procès. Et exactement, déjà le Rwanda avait été condamné à réparer tout ce qu'il avait commis comme massacre, principalement dans la guerre de 6 jours qui s'est tenue bien évidemment ou qui a eu lieu à Kisangani. Et aujourd'hui, je pense humblement que la RDC va obtenir gain de cause, surtout qu'il existe de nombreux rapports qui attestent l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays et je crois que nous aurons à en parler tout au long de cette émission. Très bien, j'ai 3 procès dans les juridictions différentes au mois de février, principalement le 12 février de cette année en cours. La RDC ou Arusha procédera à l'ouverture d'un procès qui va opposer la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Déjà, pensez-vous que c'est une initiative, enfin, vous allez nous expliquer d'où est venue cette initiative et à quelle fin, tout d'abord? Bon, il vous souviendra, Madame Tania, que la RDC est agressée depuis plus d'une décennie. Et depuis lors, la RDC ne s'est limitée qu'à des discours, qu'à des déclarations. Et le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, avait pris l'initiative de nommer un membre du gouvernement en charge du contentieux international. Et en faisant cela, il a procédé à la création d'un front judiciaire aux côtés du front diplomatique dont les assises ou les échanges se déroulent au niveau du Luanda et aussi un front militaire qui a été initié depuis longtemps, mais le chef de l'État en arrivant au pouvoir, il a redynamisé, si je peux le dire ainsi, il a réformé l'armée. Et donc aux côtés de ces deux fronts, il existe un front judiciaire. C'est dans ce cadre qu'en suivant les instructions de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, que nous sommes allés bien évidemment devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Je fais allusion au vice-ministre de la Justice et Contentieux International qui a demandé à cette juridiction de justifier la confiance que la RDC place en elle. Et à la suite de cette visite, cette Cour a décidé de programmer une audience, l'ouverture de l'audience bien évidemment contre le Rwanda,
ce 12 février 2024. Déjà, l'ouverture de cette audience constitue une victoire pour la RDC. Pourquoi? Parce que l'ouverture de cette audience va placer le Rwanda dans une position critique vis-à-vis des ONG, de défense des droits de l'homme, mais aussi des pays sensibles face aux droits de l'homme. Et récemment, vous avez suivi que un rapport des Nations Unies a été élaboré qui atteste l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays, qui atteste la présence militaire rwandaise sur notre territoire. Et donc c'est une victoire parce qu'aujourd'hui, le monde entier est bien évidemment convaincu que le Rwanda est dans la déstabilisation ou encore est impliqué dans la déstabilisation de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on disait que voilà, le Rwanda agresse la RDC. Mais la RDC, quelle démarche qu'il entreprend pour amener le monde ou encore les pays du monde à croire réellement à cette agression? Parce qu'avant que le président Tshisekedi n'accède au pouvoir, on ne s'est limité qu'à des discours. Le Rwanda nous agresse. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour, bien évidemment, mettre le Rwanda dans une situation inconfortable? Et le président de la République... le M23 ont été défaits sous Joseph Kabila. Parce qu'on s'en souviendrait que dès le départ de Kabila, l'Est de la République n'était plus sous agression. Madame, le M23 a été défait sous le régime Kabila. Mais c'est le même régime Kabila qui est allé encore signer un accord avec le M23. Comment défaire un mouvement terroriste militairement et par après venir signer un accord avec le même mouvement? Voyez-vous que c'est un constat direct. C'est une absurdité. Et aujourd'hui, si le M23 a repris ses activités avec le soutien militaire du Rwanda, mais c'est parce qu'ils sont en train de revendiquer un accord que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Raymond Tshibanda, de Joseph Kabila, aurait signé. Et dans cet accord, on promettait bien évidemment au M23 leur intégration au sein de l'armée loyaliste, mais aussi l'occupation de certains postes de responsabilité au sein de notre armée. Donc vous conviendrez avec moi que le M23 n'a pas été défait militairement. Cela a été fait à l'issue d'un accord. Et c'est ce que le président Tshisekedi ne va jamais faire. Il a dit clairement qu'il n'aura jamais les M23 en face de lui pour négocier. Car leurs revendications ne sont pas légitimes. Tout ce qu'ils veulent, c'est de s'accaparer de nos ressources naturelles, de tuer nos frères. Et donc le président Tshisekedi, en bon patriote, il ne va jamais accepter cela. Et donc aujourd'hui, nous devons comprendre que le président Tshisekedi est déterminé. Il ne va pas tomber, il ne va pas commettre les erreurs que ses prédécesseurs ont commis en légitimant ces mouvements terroristes. Comment voulez-vous que l'on se mette autour d'une table avec un mouvement qui est à la base des atrocités? Aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions de déplacés internes. Cette guerre a causé ou a coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais. Comment voulez-vous que l'on se mette autour d'une table? Leur place, c'est en prison, c'est derrière les barreaux, c'est à la CPI. Ce n'est pas dans une table de négociation. Et le président Tshisekedi reste ferme vis-à-vis de cette question. Pas de dialogue avec le M23. S'il faut dialoguer, nous allons dialoguer bien évidemment dans le cadre des assises qui se déroulent au Rwanda. On va demander au Rwanda, mais pourquoi vous voulez nous agresser? Pourquoi vous continuez à nous agresser? Pourquoi vous continuez à nous agresser? D'autant plus que le président Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit, Monsieur Kagame, vous êtes un frère. Vous voyez que nous ne voulions, que nous le voulions ou pas, nous resterons des pays voisins. C'est Dieu qui en a décidé. Et donc, ça ne sert à rien de procéder à des massacres, à des tueries pour profiter bien évidemment de ce que nous avons comme ressources naturelles que Dieu ne vous a pas données. Et cela, c'est indépendamment de notre volonté. Venez, nous allons coopérer. S'il faudrait exploiter, on va exploiter ensemble et chacun de nous aura... Ça sera du gagnant-gagnant. Mais Kagame, en tant que le diable incarné, a persévéré, a continué dans ses actions ignobles qui ne sont autres que tuer, massacrer, violer nos mamans. Alors, sachant que les M23 a agressé la République démocratique du Congo, on va le dire, depuis Joseph Kabila, d'ailleurs, le prédécesseur du président Antoine Tshisekedi,
Une fois au pouvoir, le président Tshisekedi reçoit le M23. Est-ce que le mal n'a pas commencé là? Le président Tshisekedi, Félix Antoine, l'a dit clairement dans un briefing, si je peux le dire ainsi, organisé avec les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Il n'a jamais reçu le M23. Il n'a jamais vu le M23 en face, comme nous sommes en train de nous regarder en ce moment. Monsieur, comment le M23 ont été reçus par l'ancien ministre des Affaires intérieures, de l'Intérieur, si je peux le dire ainsi. Sur instruction de qui? Je ne sais pas si c'était de sa propre initiative, mais en regardant la position du chef de l'État. Il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant de leur venue ici, dans le pays. Non, mais il peut bien être au courant de leur arrivée ici au Congo. Mais la question la plus fondamentale, c'est celle de savoir si ces gens-là sont venus à l'initiative du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, ce qu'il est en train de rechercher, c'est la paix. C'est restaurer la paix, c'est la restauration de la paix. C'est conserver l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, si aujourd'hui, quelques individus, un groupe d'individus venaient ici à Kinshasa pour dire que non, en tout cas, nous voulons faire la paix et nous voulons bien évidemment faire passer nos revendications à X ou Y. Mais le chef de l'État, connaissant comment ces gens-là fonctionnent, il n'a pas voulu les recevoir directement. Ça, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Mais tout ce que nous savons, excusez, sauf que le chef de l'État l'a dit clairement qu'il ne recevra jamais ces gens. Il n'a jamais vu ces gens-là. Ils ont été reçus par les ministres de l'Intérieur. Et les ministres de l'Intérieur aillent à s'entretenir avec ces gens-là. Certainement, il a jugé leurs revendications contraires aux valeurs démocratiques que nous avons toujours prônées. Pardon? Un compte rendu devrait s'en suivre, justement. Mais, chose qui n'épargnerait pas totalement le président. mais si le compte rendu s'en est suivi et que ces négociations-là n'ont pas abouti, nous devons clairement comprendre aujourd'hui que le chef de l'État n'était pas d'accord avec les revendications du M23. Il n'était pas d'accord à prendre en compte ces revendications-là, alors que le régime Kabila, à travers son ministre des Affaires étrangères, avait signé un accord qui prenait en compte les revendications du M23, qui est en contradiction avec les valeurs que nos pères fondateurs ont prônées, en contradiction avec les valeurs démocratiques, en contradiction avec les valeurs républicaines. Comme vous le dites, les accords qui n'étaient pas respectés sous Kabila toujours, le M23 ont refait sur place, jusqu'à ce que Kabila engage carrément l'armée loyaliste. Les FARDC se sont vus obligés, parce qu'il n'y avait pas eu respect de cet accord, comme vous le dites. Il y a eu les M23 ont refait sur place, alors le M23 s'y sont engagés au front justement pour barrer la route à cette rébellion. Voilà pourquoi, juste après ça, il y a eu... on ne parlait plus, de M23 au Congo, hein, jusqu'en 2019-2021 pour qu'il repasse sur place. Mais c'est parce que le M23, le régime Kabila, leur avait fait savoir que nous allons signer un accord et à la suite de cet accord-là, certainement, il y aura des retombées. Certaines des revendications. Écoutez, s'il vous plaît, vous avez posé des questions, c'est à moi de donner les éléments de réponse, madame. Et écoutez, s'il vous plaît, vous allez me perturber. À l'époque, ils ont signé un accord, il y avait des revendications. Et ces revendications devraient bien évidemment être prises en compte. Vous savez que Kabila, à un certain moment, avait les intentions de se pérenniser au pouvoir. Les intentions, bien évidemment, ou encore l'intention de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et ont compris que cela n'allait pas se passer, ou n'allait pas se faire, puisque le peuple était déterminé à obtenir son départ. Il a présenté un dauphin, M. Emmanuel Ramazani Shadari, qui par la suite a été battu à plat de couture par le président Félix Antoine Tshisekedi lors des élections de 2018. Et certainement peut-être... Par le président, là vous voulez ignorer carrément les révélations qui s'en est suivies de ces élections en 2018. Lequel? Quelle révélation, madame? L'accord FCC-Cash. Ça, c'est vous qui le dites. Mais je sais pertinemment qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le FCC et la coalition Cash qui regroupait l'UNC et l'UDPS.
cet accord ne s'est limité qu'à cohabiter ou encore à créer une coalition au sein du Parlement pour diriger les pays ensemble. C'est tout ce que je connais comme accord, mais l'accord dont vous faites allusion, c'est à l'issue de quel compromis? C'est ça la question que nous devons nous poser. Certains vous diront que le FCC et le CACH ont eu à signer un accord pour que le président Tshisekedi accède à la magistrature suprême. Mais où est cet accord? Cet accord a été évoqué par M. Martin Fayulu. Cet accord a été évoqué par plusieurs acteurs politiques. Mais on n'a jamais vu cet accord. Qu'on nous les brandisse. Qu'on nous les brandisse. Ancien président de la CENI. Nanga s'est prononcé en tant qu'individu. Mais le Corneille Nanga, qui avait publié le résultat, qui bien évidemment reconnaissait le président Tshisekedi comme président élu de la République démocratique du Congo avec plus de 7 millions de voix, ce Nanga-là était revêtu du pouvoir public, si je peux le dire ainsi. Ce Nanga-là était président de la CENI. Vous ne voyez pas que comment une personne peut tenir un discours et revenir après pour contredire ce qu'il avait fait en qualité du président de la CENI. Cela n'a aucune valeur, cela n'a aucun impact, même sur le plan de droit. Ces déclarations ne valent absolument rien. Et donc, aujourd'hui, nous savons que le président Tshisekedi avait gagné les élections de 2018. Après avoir gagné les élections, peut-être ces M23-là, dans leur tête, ils pensaient que le président Kabila, son régime ou encore son système allait être toujours dans la gestion du pays. Le président Tshisekedi, ayant déboulonné... Sachant que le régime a changé. L'accord a été signé. L'accord a été signé avant que. L'accord a été signé. Écoutez. Parce que là, c'est Tshisekedi. L'accord a été signé avant que le président Tshisekedi n'accède au pouvoir. Et vous et moi ignorons les modalités pratiques de cet accord. C'est-à-dire, nous ne savions pas quand est-ce que les revendications allaient être prises en compte, quand est-ce qu'on allait donner au M23 ce qu'il demandait. Mais apparemment, c'est Dieu qui a voulu que le président Tshisekedi gagne les élections pour que il remet en cause cet accord et qu'il demande, si vous voulez négocier, en tout cas, pas de question, nous n'allons pas négocier parce que nous n'avons aucune revendication de vous à prendre en compte. Très bien. Alors, pas de négociation pour le régime actuel, mais qu'est-ce que le régime propose pour sa population qui est retour de la paix? Mais j'ai évoqué les fonds militaires. Aujourd'hui, nous assistons à une montée en puissance de nos FARDC. À côté de cela, il y a des juridictions... Je vais y arriver, madame. Plusieurs localités jadis occupées par les ennemis sont récupérées. Notamment, à part Massissi qui a fait les jeux des ping-pong. Quelle autre localité, exemple? Je vais vous les citer, madame. Très bien, on va y revenir. On va y revenir tout au long de cette émission. Massissi, c'est vraiment un cas récent. Un cas récent. Okay. Et un autre. Parce que quand vous parlez des plusieurs, vous pouvez quand même nous brandir deux exemples. On va y arriver, madame. Donc aujourd'hui, nous avons les fronts militaires. Des efforts énormes sont consentis. Notre armée a été équipée comme elle n'a été jamais avant. Elle a été équipée et le président de la République, lors de son adresse à la nation, je crois bien de 2021, avait fait appel aux jeunes, avait demandé aux jeunes de rejoindre l'armée. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ont rejoint l'armée à la suite de cet appel. Donc nous sommes en train de réformer notre armée. Former et réformer nécessite du temps. C'est un processus qui ne va pas se faire en un clin d'œil, qui ne va pas se faire spontanément. C'est tout un pot. À son dernier mandat, il est dans ces dernières années. Quand vous dites le temps... Quand vous dites que le régime est à son dernier mandat, vous vous basez sur quoi? Vous vous apaisantissez sur quoi? Sur la Constitution qui accorde un mandat renouvelable une fois. Mais la même Constitution reconnaît le peuple comme souverain primaire. Et ce peuple-là peut décider que le président Tshisekedi reste au pouvoir après ses mandats ici. Ce peuple-là peut décider puisqu'il est souverain primaire. Et donc je crois que c'est un débat et entrer à la Constitution ou à la question du changement ou de la révision constitutionnelle. Je crois que nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi ne croise pas les bois, ne ménage aucun effort pour réformer notre armée. Vous avez vu vous-même les images, comment nos militaires, comment nos forces armées sont sur le terrain en train de se battre. Et certainement, les conséquences ou encore les retombées, les résultats
palpables seront constatés ou seront vus bien évidemment dans les jours qui suivent. Parce que de gestion. Parce qu'aujourd'hui... Vous êtes acteur politique proche du pouvoir. 7 ans déjà de gestion. Quand vous parlez de questions de l'armée, de FARDC, vous dites les résultats seront. Je reviens encore sur ma question. Quand exactement? En 7 ans, s'il faudrait rester encore dans les discours de seront, est-ce que la population ne peut pas commencer à désespérer déjà? Non, quand je dis seront, cela ne veut pas dire que jusqu'à la preuve du contraire, à ce stade, il n'y a aucun résultat. Non, il ne faudrait pas déformer ma pensée. C'est-à-dire, les résultats attendus, les pics, si je peux le dire ainsi, sera atteint dans quelques années, si je peux le dire ainsi, ou dans quelques mois. Tout dépendra de la manière dont les FARDC vont mener leurs opérations. Quand je parle des les résultats finaux, c'est... Les conditions des les résultats finaux, c'est la récupération totale de notre territoire. De tous les territoires. Quand je parle du territoire, je fais allusion aux 145 territoires, quelques territoires, Rutshuru et autres. La récupération de tous les territoires, mais aussi la pacification totale de notre pays. C'est ça les résultats finaux. Mais à ce stade, il faudrait également reconnaître que d'énormes efforts ou sacrifices sont consentis. Sur le terrain, il y a des petites localités qui sont déjà récupérées et je reste convaincu. Parce qu'il faudrait également tenir compte de l'aspect assise de Luanda. Il faudrait également tenir compte du processus de Luanda, puisque notre armée a été bien évidemment trahie, si je peux le dire ainsi, où le Rwanda a joué à une certaine malignité. Pendant que le FARDC observait le cessez-le-feu, qui a été bien évidemment demandé ou exigé à la suite d'un mini-sommet tenu au Luanda entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et celle de la RDC, mais le Rwanda a continué avec les attaques, avec les offensives, alors que la RDC observait les cessez-le-feu. Voyez-vous comment ces gens-là ont joué à la malignité, alors que la RDC, respectueuse des engagements, a observé les cessez-le-feu. Et ont compris que nous ne pouvons pas faire confiance au Rwanda, puisque le Rwanda ne change pas. Nous avons bien évidemment repris les fronts militaires. Et aujourd'hui, les combats se poursuivent et nous restons convaincus qu'en s'unissant, en se regroupant derrière le chef de l'État, nous allons obtenir gain de cause. Très bien. En se regroupant derrière le chef de l'État, il y aura certainement gain de cause. Aujourd'hui, la RDC a engagé 3 procès dans 3 juridictions différentes. Je me rappelle, une fois, on a eu une émission avec vous, vous avez parlé de la plainte de la RDC contre le Rwanda à la CPI. S'en est suivi de l'autre plainte au niveau de la Cour de justice de l'EAC. Aujourd'hui, on parle de la... le procès, c'est au niveau de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Un total de 3 procès. Déjà, c'est quoi la suite c'est quoi la suite qu'a donné la Cour pénale internationale à ces jours, ainsi que l'EAC, pour que vous demandiez encore aux Congolais d'attendre et de faire confiance à ce gouvernement qui va ramener, qui va pacifier justement l'Est de la RDC, s'il faut d'abord emprunter le voie de juridiction? Bon, madame, déjà, il faudrait savoir que la Cour pénale internationale a pour compétence de juger les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, les crimes de génocide, pour ne citer que celle-là. Et aujourd'hui, l'endroit par excellence où l'on peut retrouver ces crimes-là, c'est en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Justice et Contention internationale, son Excellence Maître Samuel Mbemba Kabouya, est allé à la CPI, à La Haye, pour leur faire part du message de colère ou encore d'indignation de la population congolaise, puisqu'il est inadmissible que la CPI reste indifférente alors qu'il existe de nombreux rapports qui attestent ou qui mettent en lumière
les violations des droits de l'homme, les crimes d'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis sur notre territoire. Et à la suite de cette visite, la CPI, le procureur de la CPI a décidé de réouvrir les enquêtes. Et je crois que les experts de la CPI étaient ici, ou encore les enquêteurs étaient sur notre territoire, plus précisément dans la partie Est, pour enquêter. Et à l'issue de ces enquêtes-là, la CPI va encore se prononcer s'il peut, bien évidemment, poursuivre l'action. Mais nous restons convaincus que, sur base des éléments que, bien évidemment, la CPI... Octobre 2024, que le procès s'est ouvert au niveau de la CPI. Non, les procès n'ont pas été ouverts, si je peux le dire ainsi. Et la plainte a été déjà déposée bien avant. Sauf que le vice-ministre est allé demander à la CPI, mais vous avez une plainte sur votre table qui a été déposée. Qu'est-ce qui justifie votre inaction? C'est dans ce cadre que la CPI s'est décidée de relancer les enquêtes. Déjà, c'est une victoire de notre part. C'est une victoire pour la République démocratique du Congo, puisque la réouverture de ces enquêtes a déjà un effet dissuasif. Écoutez, madame, a déjà un effet dissuasif vis-à-vis des potentiels criminels. Ceux qui voulaient procéder à des nouveaux massacres vont se ressaisir. Ils se diront non, on est en train d'enquêter, en tout cas il faut faire très attention. Peut-être ils ne le feront plus jamais. Donc c'est déjà une victoire avant la grande victoire, si je peux le dire ainsi. Et devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que l'ouverture de cette enquête, de cette audience, bien évidemment, met le Rwanda dans une position critique. Vous voyez, aujourd'hui, M. Kagame se comporte différemment. Il se comporte différemment. Avant, quand il parlait, il mettait en avant son ego. Il était trop hautain. Mais aujourd'hui, il commence même à réquiser ou à demander que l'on change les facilitateurs ou encore les médiateurs qui a été désigné par l'Union africaine. Voyez-vous comment aujourd'hui le Rwanda est inquiété alors qu'il n'avait jamais été inquiété avant que le président Tshisekedi n'accède au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, la RDC met le Rwanda dans une position inconfortable. Comme le ministre de la Communication et Médias l'avait dit lors d'un briefing, le président Tshisekedi sera la première personne ou le premier chef d'État congolais qui va mettre fin à la carrière barbare de M. Paul Kagame. Et donc aujourd'hui, les Congolais doivent être confiants. La République démocratique du Congo est dans une bonne voie. Nous allons obtenir, je reste convaincu, parce que récemment, je crois hier ou avant-hier, les experts des Nations Unies ont rendu public un rapport qui atteste la présence militaire du Rwanda sur notre territoire. Et on ne vous dira pas que ces gens-là ou encore ces militaires rwandais sont venus d'eux-mêmes. Au niveau interne, qu'est-ce qui empêche ce gouvernement de fermer les frontières avec le Rwanda? Mais écoutez, madame. C'est bien beau d'attendre les sanctions au sein de l'Union africaine, les pays étrangers, mais en interne, exactement, il faut que des sanctions ou des mesures dures soient prises. C'est une question pertinente et je profiterai également pour lancer un message clair à tous celles et tous ceux qui nous suivent de partout en ces moments. Les Congolais et les Congolais doivent savoir que notre ennemi n'est pas le peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Et donc aujourd'hui, si on décidait de fermer nos frontières, de rompre toutes nos relations diplomatiques, certainement cela aura un impact considérable, tant au niveau économique ou encore au niveau de l'économie congolaise, mais aussi au niveau de l'économie rwandaise. Et qui vont en pâtir? Ça sera les deux peuples frères qui n'ont pratiquement rien à voir avec cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise. Notre problème, c'est le régime rwandais. C'est le régime sanguinaire de M. Paul Kagame. Les Rwandais sont nos frères. Lorsque vous voyez des routes, en tout cas, ne les stigmatisez pas. Ne les menacez pas car les Rwandais sont nos frères.
Le vrai problème des Congolais, c'est le régime de M. Paul Kagame avec ses supplétifs, le M23. Et donc, avec tout ce qui a été mis en place comme instrument en vue de mettre fin à cette guerre d'agression, je pense que d'ici quelques années, nous n'allons plus parler de cette agression. Vous faites aujourd'hui quand vous constatez que Massissi est à ce jour de nouveau sous occupation de rebelles M23? C'est quoi votre lecture? Bon, madame, vous savez, il y a plusieurs stratégies militaires que je ne peux pas peut-être dévoiler sur votre plateau, mais c'est que les Congolaises et les Congolais doivent retenir que nos militaires sont en train de se battre corps et âme. Ils ne ménagent aucun effort pour restaurer la paix et aussi garantir l'intégrité de notre territoire. Il est vrai qu'aujourd'hui, les rebelles du M23 sont bien évidemment maîtres de certaines localités et de certains territoires, mais cela ne voudrait pas dire que nous avons perdu complètement. C'est peut-être une partie, bien évidemment, de la bataille que nous avions perdue, mais je reste convaincu que la suite sera en notre faveur, puisqu'aujourd'hui, il est établi que le M23 bénéficie d'un soutien militaire direct de l'armée rwandaise. Et lorsque les sanctions seront prises à l'encontre du Rwanda et de son régime, vous verrez que ces gens-là vont arrêter ce soutien et nous serons en ce moment-là en mesure de repousser les ennemis hors de notre territoire complètement. Mais à ce stade, nous sommes en train de nous battre. Donc, il ne faudrait pas, bien évidemment, lancer des messages ou propager des messages qui, bien évidemment, remettent en cause l'efficacité de nos FARDC. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est de les soutenir. Il est vrai que les couacs peuvent exister. Nous sommes dans une période de guerre. Donc, on peut récupérer une partie qui a été jadis occupée par les ennemis et par après, vous verrez que ces gens-là peuvent encore le récupérer, mais nos FARDC en tout cas sont déterminés. C'est tout ce que je peux vous dire. Ma lecture, c'est que nous devons nous regrouper derrière le commandant suprême qui est le chef de l'État pour récupérer complètement tous ces territoires. Des cessez-le-feu décrétés sont violés. Est-ce que finalement, faudrait pas un tout petit peu tourner la page à, on va dire, tout ce processus et justement renforcer l'armée congolaise, en fait, que les fonds leur destinés soient réellement appliqués justement à leur... Non, Madame Tania, vous savez, la société moderne priorise ou favorise les règlements pacifiques des conflits. Et c'est dans ces cadres que nous avons accepté de participer au processus de Luanda. Mais vous conviendrez avec moi que la RDC a respecté ses engagements jusqu'à la fin et que le même Rwanda, qui autrefois était le maître de la région, a décidé de ne pas participer au dernier sommet qui devrait réunir le président Tshisekedi et le président rwandais. Et donc le Rwanda ayant compris qu'il ne pourra plus manipuler la RDC, il a décidé de rester chez lui en lieu et place de venir avec des manipulations qui n'auront aucun impact, que le président Tshisekedi ne va jamais tolérer. Pour le processus de Luanda, il fallait qu'il y ait tête à tête entre le président congolais et le président rwandais. Pour sa part, le président Tshisekedi est catégorique. Il n'y aura pas de négociation avec le rebelle M23. Et qu'en est-il du processus de Nairobi, où il faut qu'il y ait dialogue ou, entre les groupes rebelles? Non, mais madame, moi, personnellement, déjà, dans le processus de Nairobi, ce processus regroupait également certains groupes rebelles. Excusez-moi, notamment le M23. Mais pendant que le processus était en cours et que les discussions étaient menées pour aboutir à une solution pacifique et diplomatique, le Rwanda, le M23,
soutenus par le Rwanda avaient continué avec les offensifs. Et donc, pour nous, les processus de Nairobi... Mais on était partant dans ce processus de Nairobi. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais ayant compris que ces gens-là, parce que la RDC, moi je l'ai toujours dit, a fait preuve de bonne foi. Et à un certain moment, il faudrait arrêter de faire preuve de cette bonne foi et regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que la RDC a toujours respecté ses engagements. On part dans un processus, nous allons discuter, mais ce sont peut-être nos interlocuteurs, ceux-là avec qui nous sommes opposés, qui nous trahissent, qui piétinent bien évidemment tout ce que nous prenons comme engagement. Et dans cette position-là, la RDC ne peut plus continuer dans ces processus-là. Si aujourd'hui ces gens-là disaient que non, voilà, on arrête avec les offensives, on arrête avec les attaques. Le processus de Nairobi. Mais le processus de Nairobi s'est arrêté. Dans le sens où, en cas de réouverture, justement, de rencontre, le pays devrait déjà se désolidariser de... Mais dans ces contextes, madame, vous voyez, à l'issue de ce processus de Nairobi, il a été demandé que l'on procède à un cessez-le-feu, qu'on arrête avec des offensifs. Mais la RDC, en tant que respectueuse des engagements, écoutez s'il vous plaît, c'est ça que j'ai dit. Et dans le processus de Luanda, pour négocier avec le là c'est catégorique pour la... Catégorique, c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi aujourd'hui, si l'on demandait à ce que nous allions dans le processus de Nairobi, nous pourrons bien évidemment accepter cette demande, puisque ceux-là qui avaient pris l'engagement de ne plus attaquer, de ne plus envahir notre pays, continuent de le faire. Vous ne voyez pas que ça sera une peine perdue. Aujourd'hui, nous devons plus consacrer notre temps sur notre armée, réformer notre armée, l'équiper, mettre plus de moyens à sa disposition pour repousser l'armée. Moi, je crois que le président Tshisekedi l'a déjà compris. Et le seul cadre où nous pouvons discuter, c'est le processus de Luanda, puisque bien évidemment, nos ennemis ou nos adversaires avec lesquels nous avons pris part au processus de Nairobi ont montré leur mauvaise foi. Il ne faudrait plus continuer parce que rien de bon ne sortira de ces processus, puisque les mêmes personnes, le même groupe qui avait pris l'initiative, l'engagement de cesser les faits, ne l'ont pas respecté. À quoi bon d'aller se mettre autour d'une table avec ceux-là qui ne respectent plus leurs engagements? Très bien. Alors, plainte déposée à la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple par le gouvernement sur l'entremise de... Par le gouvernement congolais. Carrément. Oui. Ok. Et est-ce une autre moyen de pression contre le Rwanda? Exactement, comme je l'ai dit, madame, c'est une pression. Aujourd'hui, je crois que le régime Kagame ou encore le régime rwandais est à sa fin, puisque le président Tshisekedi a activé tous les fronts. Pendant que nous négocions au niveau de Luanda, il a activé le front militaire. Donc sur terrain, nos FARDC, nos forces armées repoussent l'ennemi. Et sur le plan juridictionnel, ou encore judiciaire, si je peux le dire ainsi, la RDC a mis les Rwandais sur le banc des accusés. Et même si aujourd'hui les Rwandais arrêtaient de tuer, arrêtaient d'apporter un soutien militaire au M23 et à ses supplétifs, cela ne va pas l'exonérer de la réparation, puisque le dommage a été déjà causé. Vous avez tué, vous avez violé, vous avez été à la base des multiples massacres. Même si vous arrêtez aujourd'hui de faire ce que vous étiez en train de faire, qui n'est autre que tuer les Congolais, mais vous devez réparer, puisque ces gens-là que vous avez fait du mal ont des familles, et cette situation-là, ces malheurs que vous avez causés, a affecté plus de 100 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous autres, nous sommes affectés, bien que nous ne sommes pas présents physiquement, mais cela nous affecte. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères, ce sont des Congolais comme nous. Et donc, nous avons l'obligation d'obtenir réparation. Et c'est dans ce cadre que nous sommes allés devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et au regard, comme je l'ai dit, de tout le rapport, notamment, ce ne sont pas seulement ça,
les éléments de preuve, mais au regard de plusieurs rapports, notamment élaborés par les experts, pas élaborés par les Congolais, par les experts congolais, mais par les experts des Nations Unies, qui attestent l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays. Nous sommes convaincus que nous allons obtenir la condamnation du Rwanda. Et cette fois-ci, les discours vont changer, puisqu'aujourd'hui, certains opposants affirment que le président Tshisekedi ne se limite qu'à condamner verbalement. Mais l'ouverture de l'enquête au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme est une action concrète qui met en évidence la volonté du président Tshisekedi à mettre fin à cette guerre d'agression. Parce qu'à la place, ils aimeraient bien voir le résultat. Quand vous dites que les opposants pensent que le président ne se limite qu'à condamner, c'est parce que il s'est dit certainement à quand le résultat concret, palpable. Mais là, juste vous l'avez dit, dans un futur proche, le Congolais ont pris note certainement, et nous allons revenir sur ces plateaux pour évaluer encore ce futur proche du moment où le régime est pratiquement on va dire, le régime a 7 ans déjà de gestion. Sur un total de 10 ans, il ne resterait plus que 3 ans. Joseph Kabila, on va finir par là, c'est la dernière question. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, finalement, il refait surface, il consulte et s'est fait consulter. Est-ce une façon pour lui de mettre la pression pour contrer toute initiative du changement ou de la révision constitutionnelle? Madame, il faudrait aujourd'hui arrêter d'insulter les Congolais. Arrêter de se moquer des Congolais. Qui insulte les Congolais? C'est Joseph Kabila et tous ceux qui l'entourent. Ils ont eu 18 ans pour changer l'homme congolais, pour changer le quotidien de l'homme congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour les Congolais et les Congolais? Absolument rien. Aujourd'hui, il est inadmissible que M. Kabila refait surface sous prétexte de vouloir apporter les changements alors qu'ils ont eu 18 ans pour changer les choses. Ailleurs, vous verrez un président qui n'a fait que 10 ans, 5 ans, tout comme le président Macky Sall. Mais dans son actif, il compte beaucoup de réalisations. La question fondamentale, c'est celle de savoir si, pendant les 18 ans que le président Kabila a géré ces pays, qu'a-t-il fait? Quelles sont les réalisations concrètes? Donc, vous estimez qu'il y a aucune... Néanmoins, je connais sous Kabila, nous avons perdu notre frère Floribert Chebeya, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Monsieur Abed, vous parlez de réalisations concrètes. Restons dans les réalisations. Sous Kabila, il n'y a eu aucune réalisation concrète. Non, mais je vous dis, il faudrait nous les citer pour que nous puissions évaluer avec les nombres d'années qu'il a eu pour gérer. Et donc, aujourd'hui, Kabila s'opposait à l'idée du changement de la Constitution, alors que lui-même, avec sa famille politique, le PPRD l'a demandé. C'est une preuve, bien évidemment, d'une mauvaise foi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ils l'ont demandé. Ils l'ont fait à la veille des élections de 2016, qui finalement ont eu lieu en 2018. Ils l'ont demandé certainement pour... bien évidemment, c'est maintenir au pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, les preuves de mauvaise foi pour le régime actuel qui était contre cela quand Kabila a initié le changement, la révision de la Constitution, mais qu'une fois au pouvoir, l'initiative vient... C'est ce que le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba-Kabouye, a appelé consensus différé. C'est-à-dire, les mêmes acteurs qui s'opposent aujourd'hui au changement de la Constitution l'avaient demandé avant. Et si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir demandent, ceux qui sont au pouvoir dans le passé avaient dit non au changement de la Constitution, c'est parce que, d'abord, la société évolue et le président Tshisekedi ayant exercé son premier mandat et ayant compris que, par exemple, j'ai eu besoin de 6 mois pour former le gouvernement, il a bien évidemment compris qu'on doit maintenant revoir certaines choses pour que j'aie un champ libre pour nommer un premier ministre au sein ou en dehors de la majorité parlementaire. La société n'a évolué que maintenant. En 2016, il n'y avait pas évolution. Non, madame, vous conviendrez avec moi que... Madame, vous conviendrez avec moi que si vous regardez 2016 et 2024, il y a un écart de 9 ans.
Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des évolutions. Donc, en quoi la Constitution a empêché Kinshasa ou la RDC de devenir l'Allemagne d'Afrique? Pardon? En quoi la Constitution a empêché la RDC de devenir l'Allemagne d'Afrique? Madame, aujourd'hui, la Constitution ne traite pas seulement des questions sociales. La Constitution ne traite pas seulement des questions sociales. Et la Constitution que nous avons aujourd'hui a fait preuve de ses limites. Vous voyez, aujourd'hui, certains évoquent l'article 217, mais d'après une certaine opinion, c'est là considérer la balkanisation de notre pays, chose qui est vraie, parce que tous ces pays aujourd'hui qui ont repris l'article 217 dans leur constitution n'est pas dans le même contexte que la RDC. La Guinée n'est pas agressée, la France n'est pas agressée. Les autres pays qui ont la même disposition dans leur constitution, semblable à l'article 217, bien évidemment, n'est pas envahi. Ces pays-là ne sont pas envahis. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que quand le moment viendra, quand la commission sera mise en place pour que l'on élabore une nouvelle constitution, j'appelle bien évidemment les opposants, notamment ceux des LCD, ceux du PPRD, de venir avec ce qu'ils avaient présenté comme raison valable. Parce que les mêmes dispositions qui autrefois justifiaient le changement de la constitution sont toujours dans la même constitution. Qu'est-ce qui peut bien justifier leur rétropédalage? Voyez-vous, madame? D'accord. Je crois que ce débat n'est pas terminé. Il faut du courant. Nous sommes obligés de finir cette émission. Monsieur Abed, vous avez simplement 1 minute pour conclure. J'invite les étudiants en droit, le professeur, les chefs des travaux, les assistants, c'est-à-dire le corps tant académique et scientifique, à participer à la cérémonie du vernissage du livre du vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, intitulé « Les domaines de la loi et du règlement » qui aura lieu ce mardi 14 janvier à la salle des spectacles du Palais du Peuple. L'entrée est gratuite. Bon, un communiqué va s'en suivre pour mettre en place les modalités pratiques. Merci beaucoup, monsieur Abed. Vous êtes acteur politique proche du pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour vos différentes analyses. Quand bien même qu'on n'a pas fini, on va y revenir. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés. Le programme de l'excellence continue. Tout à l'heure, vous allez suivre votre magazine La Libre Opinion avec le France aux équipes. Tout là. Merci, au revoir.